Parazini nous dit en soupirant en arabe: Les frères, on ne reverra plus le pays. Je crois que cette nuit, Dieu nous a oubliés. Heureusement que je suis avec des gens du pays, sinon je n'aurais pas tenu le coup. Messieurs, dit le président allemand, pourquoi mourir aujourd'hui? Rendez-vous. Un tirailleur algérien ne se rend pas, lui répond notre caporal-chef. Nous avons notre honneur. Allez, les frères, on s'embrasse avant de regagner nos places. Cette nuit, nous la terminerons là-haut. J'espère que Dieu nous réservera un endroit aussi beau que le pays. Vous permettez, je dis à mes camarades, nous aussi, ajoute le prisonnier. Vous ne direz rien d'autre? Lui demande Barazini après avoir réfléchi. Notre caporal-chef a bien répondu. Il n'est pas normal que les prisonniers soient tués par leurs camarades. Je suis soldat allemand, réplique l'autre. Nous aussi, nous avons notre honneur. Dans ce cas, allez-y. L'Allemand se met devant la lucarne et interpelle nos adversaires. Quelqu'un lui répond et il l'informe de notre présence dans le blockhouse. Son interlocuteur souhaite visiblement en savoir davantage, mais notre prisonnier retourne s'asseoir auprès de nos camarades. Dehors, l'incident a provoqué une intense agitation. Nous les entendons échanger des paroles, puis le silence revient. Ils viennent sans doute de modifier leur plan d'attaque. Barazini et Djilali sortent rejoindre leur poste. Nous sommes fin prêts à partir pour le grand voyage. Mon serveur est dans l'incapacité de se lever. La mitrailleuse lourde est donc inutilisable. Je prends le pistolet mitrailleur et mets quelques chargeurs dans mes poches. Les mains engourdies par le froid, j'ajuste péniblement le PM vers l'extérieur et je pense au douar. Dehors, les autres crient des phrases incompréhensibles. Ils sont tout près de nous, mais nous ne les voyons pas. Depuis quelques instants, je suis résigné à la mort. En revanche, je souhaite qu'ils ne tardent pas à passer à l'offensive. L'attente me serait insupportable. Je suis soulagé d'entendre un coup de feu. Nous allons enfin en finir. J'aperçois quelques silhouettes de la mort se rapprocher et tirent dans leur direction. Je reçois en retour une rafale de mitraillettes qui me fait baisser la tête. Le second serveur du blockhouse riposte lui aussi au PM. Notre défense s'établira ainsi dorénavant. Nous tirerons à tour de rôle. Nous avons une petite chance de tenir encore un moment, mais ne nous enverrons pas de grenades de peur de tuer leurs compatriotes. Le groupe à l'extérieur commandé par le sergent tire avec un débit plus soutenu et plus régulier que le nôtre. Nos camarades ne bénéficient pas de notre avantage, bien que dans notre situation, cela ne signifie plus rien. Ils n'ont pas de souci à se faire. Si leur position s'effondre, on ne leur survivra pas. Soudain, nos assaillants cessent de tirer. Je n'aime pas cela. Que nous réserve-t-il encore? Regarde, il recule, me dit mon compagnon tout excité. Je me mets à la lucarne et effectivement les Allemands se replient. Je ne comprends rien à ce mouvement. Ils étaient à 2 doigts de nous donner notre billet pour l'ultime voyage et les voilà qui se replient. Vous voyez quelque chose? Nous demande le sergent. Non, rien. Pensons, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Puis d'un coup, le ciel s'éclaire comme en plein jour. 1, 2, 3 et 4 fusées éclairantes jaillissent dans le ciel. Et au loin, le crépitement des armes automatiques inonde le secteur. Tout le monde gagne le blocage pour voir ce qui se passe à travers la lucarne. Nous ne rêvons pas. Les Allemands se battent, mais nous ne savons pas contre qui. Les renforts sont là. Les renforts sont arrivés, hurle de joie notre sergent. On n'y croyait pas. On n'y croyait plus. Tout le monde dehors, les gars. Nous allons leur prêter main forte, ordonne le sergent. En moins de 2 heures de combat acharné, et face à une compagnie entière du 7e régiment des tirailleurs algériens, les farouches chasseurs des montagnes capitulent.
Dans la bousculade et les congratulations qui s'ensuivent, j'entends quelqu'un me dire « Tu ne changeras donc jamais, il faut toujours quelqu'un pour veiller sur toi. » En entendant cette voix familière, je me retourne, c'est mon frère Brahim. Tout le monde nous a cru morts ou disparus. Ce sont les fusées éclairantes et le bruit de la fusillade qui ont incité nos troupes à pousser une pointe pour savoir ce qui se passait. Sur la carte, la position que nous occupions était censée être détenue par les Allemands. Mais l'élément du 7e RTA, en voyant mission de reconnaissance, a vite compris qu'il se passait quelque chose d'anormal dans cette zone. Il a constaté que les Allemands se battaient à l'intérieur de leur camp, mais n'étaient pas parvenus à savoir contre qui. Une compagnie du 7e RTA fut aussitôt mobilisée et reçut l'ordre de porter assistance à ces inconnus qui affrontaient les chasseurs. À marche forcée, la compagnie dut s'emparer de 3 positions ennemies avant d'apercevoir notre retranchement. Le lieutenant-commandant de la compagnie n'en croyait pas ses yeux quand il vit que nous appartenions au 3e RTA. Et il en revint encore moins lorsqu'on lui présenta nos prisonniers. En nous demandant comment tout cela avait été possible, il reçut la réponse de notre sergent. Il suffit d'avoir un illuminé dans le groupe, mais un illuminé intelligent, mon lieutenant. Il pensait bien évidemment à Djilali. On nous accorde une semaine complète de repos, que nous passons paisiblement dans un petit village de la vallée. Nous avons reçu les félicitations de plusieurs officiers de haut rang de notre régiment. Nos camarades blessés ont eu droit, quant à eux, à la visite du général commandant, le corps expéditionnaire en personne, venu leur transmettre ses meilleurs vœux de prompt rétablissement. L'autorisation de rendre visite aux Allemands que nous avons fait prisonniers nous est accordée. Après tout, nous leur devons bien. Grâce à leur présence parmi nous dans le blockhouse, l'attaque fatale a été compromise. Nous leur offrons des cigarettes et quelques boîtes de conserve pour améliorer leur quotidien. C'est à cette occasion qu'ils nous confient qu'en les surprenant dans leur sommeil, ils ont eu la certitude que nous allions les tuer. On leur a dit que les Français ne font pas de prisonniers, certainement pour les inciter à ne pas se rendre. De notre côté, nous les remercions de leur comportement. Même le sergent, qui ne les aime guère, reconnaît à contre-cœur qu'ils ont été réguliers. Par la suite, lorsque je rejoins mon unité pour combattre dans les montagnes du Belvédère, je ne rencontre aucune situation analogue. Nos positions sont bien assises et nous n'avons qu'à redouter le pilonnage de l'artillerie et les attaques surprises de l'aviation. En revanche, dans le massif du Cassino, la situation reste inchangée pour les Alliés. Après un nombre incalculable d'attaques massives, les Américains renoncent à prendre la ville et le Monte Cassino et passent le relais aux Néo-Zélandais. Ceux-ci d'ailleurs n'auront pas plus de succès que les prédécesseurs. Cette affaire prend une tournure dramatique. Les bombardiers américains ont littéralement pulvérisé la baie de Monte Cassino. Ils pensaient détruire entièrement la forteresse allemande et pourtant, ils échoueront de nouveau. Le Monte Cassino sonne chaque fois comme devant être le tombeau des Alliés. Et pour la première fois aussi, les soldats français marchent la tête droite et regardent de haut les Américains et les Anglais. Nous avons réussi à prendre pied à l'intérieur de la ligne Gustave, alors qu'eux n'y sont pas parvenus. L'impact des réussites du corps expéditionnaire a relevé plus encore le moral de nos officiers. À chaque fois qu'ils rencontrent des officiers alliés, ils redressent le buste et les saluent en souriant. Au début du printemps, bien que toute résistance au Belvédère ait cessé, le verrou de la ligne Gustave dans sa partie inférieure n'a toujours pas sauté. Le commandement allié décide dès lors de modifier son dispositif d'attaque et conçoit une grande offensive pour percer cette ligne. Entre-temps, nous avons eu des permissions fréquentes, car notre rôle consistait surtout en un travail de consolidation de nos positions et de nettoyage de notre secteur. Cela ne nécessitait pas la présence permanente d'effectifs importants. Puis ce fut la grande fête de notre division, la fête de la 3e division d'infanterie algérienne à Pompéi.
Ce genre de manifestation a un arrière-goût d'enfer. Nous commençons à connaître la signification de ces bienveillances. Mais ce jour-là, nous ne tenons pas compte de ce que nous réserverons les jours prochains. Pour ma part, je suis très content d'avoir la possibilité de passer une journée entière avec mes 2 frères. Et le reste m'importe peu. Stationné non loin du fleuve Carigliano, notre régiment a été acheminé au sud de la ligne Gustave. Nous attendons l'ordre de faire mouvement vers le Carigliano, obstacle naturel qui sépare les Allemands des Alliés. En fait, les Alliés sont parvenus seulement à prendre pied sur l'autre côté du fleuve. C'est suffisant tout de même pour préparer les ponts et les passerelles afin d'ouvrir le passage aux troupes et matériels lourds. Notre régiment est en attente. Nous ne participons pas à l'offensive générale que viennent de déclencher les forces alliées sur l'ensemble de la ligne Gustave. Notre engagement viendra 2 jours plus tard, sitôt que la tête de pont à l'arrière du Carigliano sera consolidée. Cette petite pause est pour moi extraordinairement riche en événements inattendus. En effet, peu de temps auparavant, de nouvelles unités venues directement d'Algérie ont été incorporées dans notre division. Et au hasard de nos promenades dans nos campements, j'ai rencontré coup sur coup Rodouane et ses amis de la Casbah, Joseph, le fils du banquier, et les Kabyles qui m'ont aidé à fuir les gendarmes en Kabylie. Et parmi ces derniers, il y a Rachid, le fumeur de hashish. Rodouane et ses camarades sont affectés dans le 7e RTA et Joseph dans mon régiment. Le plus incroyable est que Joseph commande une section de ma compagnie comprenant mes amis kabyles. Joseph s'est engagé. Rodouane et les Algérois n'ont pas eu d'autre choix que de se présenter à la caserne, et les Kabyles se sont fait cueillir par les gendarmes un jour de marché. Je suis si content de retrouver mes amis que j'en oublie la guerre. Je bois une telle quantité d'alcool en leur compagnie que le lendemain je me réveille persuadé d'être à la Casbah. Puis le cours normal, notre triste destinée reprend. Notre intervention est imminente. Les Marocains réussissent à prendre pied derrière le Carigliano. C'est maintenant à nous d'enfoncer le clou. Notre compagnie arrive sur l'autre rive, aux aurores, grâce à une passerelle construite par le génie. Nos unités prennent immédiatement la direction de la ville de Castelforte, que les blindés ont bombardée. Je suis soulagé de voir que nous n'irons pas combattre dans les montagnes. J'en conserve un si mauvais souvenir que je préfère encore le combat en plaine ou dans les agglomérations. En dépassant Castelforte, nous ne connaîtrons pas les combats d'usure, des batailles de position. Nous avons un moral à toute épreuve, prêt à affronter le diable en personne s'il le faut. Et les faits ne tardent pas à confirmer nos bonnes dispositions. Dans l'après-midi, nous prenons Coreno, que nous nettoyons rapidement pour repartir aussitôt en direction d'Ossonia. À 1 kilomètre, nous rencontrons la première résistance sérieuse de la journée. La ville est occupée le lendemain matin. Poursuivant notre avancée, nous faisons la jonction en fin d'après-midi avec les unités marocaines parties 2 jours avant nous. Depuis le belvédère, notre morale de vainqueur et l'expérience acquise contre les Allemands confortent notre certitude en la victoire finale. Les opérations hardies que nous entreprenons sont empreintes d'un indéracibable orgueil de conquête. Même les nouvelles recrues, les soldats qui remplacent les effectifs manquants, possèdent ce moral élevé. Nos responsables y sont d'ailleurs pour beaucoup. Ils entretiennent une discipline de fer, tout en maintenant une équité rigoureuse entre les soldats. Ils assument parfaitement leurs fonctions. Les soldats subissent un traitement identique, quelle que soit leur origine. Il est exceptionnel qu'un Algérien se plaigne d'une injustice. Bien entendu, il arrive que l'un d'entre nous, soit réprimandé, mais la plupart du temps, c'est le fait d'un officier trop sévère. Les officiers sont parvenus à former des troupes homogènes et solidaires, en inculquant plutôt à tous le respect et l'égalité devant le drapeau français. En considérant cette situation sous un angle différent, je reconnais que nous avons reçu une immense promotion en étant considérés comme Français.
Certes, pour les Alliés ou les Italiens en particulier, ce genre de subtilité n'est pas perceptible. Qui peut imaginer en effet, en voyant la fraternité au sein des unités françaises, que c'est une situation révolutionnaire? Qui peut penser que, quelques mois plus tôt, nous étions traités d'indigènes et que nos droits se limitaient à ceux accordés aux animaux domestiques? Pour nous, essentiellement, depuis que nous sommes sur le théâtre d'opération, notre vie s'en est trouvée bouleversée. La guerre en est la cause, bien entendu, mais nous sommes devenus surtout des hommes ayant acquis une personnalité. À l'extérieur, nous sommes des Français, et au sein de nos unités, nous sommes des Français musulmans. Et ce simple mot de musulman, associé à la France, est en soi une révolution dans les mentalités. Nous sommes considérés comme des Français à part entière et on respecte nos croyances. Nous disposons des rations M, les rations destinées aux soldats musulmans. Nos officiers et nos camarades d'origine européenne nous respectent. Quant aux pieds noirs, à quelques rares exceptions, ils préfèrent la compagnie des gens du pays, c'est-à-dire la nôtre, à celle des gens de la métropole. Pour eux aussi, nous cessons d'être des indigènes. Ils ont d'ailleurs troqué ce terme contre celui, autrement plus réconfortant, de frères. Et ils se reconnaissent manifestement davantage en nous que dans les soldats de la métropole. Tout naturellement, cela a des incidences sur notre morale. Pour la première fois de notre existence, les barrières de la discrimination ont été pulvérisées, comme par enchantement. Pour la première fois aussi, nous pouvons mettre un contenu dans les termes « être citoyen français ». Cela nous fait drôle. Cela nous fait surtout plaisir. La suite, demain à la même heure, vous pouvez vous abonner.